Objectif Élysée sur LCI. Merci Florian Philippot d'être avec nous ce soir, numéro 2 vice-président du Front National face à Renaud Pilat et Julien Arnaud du service politique. Première question, on va voir les derniers sondages. Ils suivent un peu, ils se ressemblent beaucoup, en tout cas en tête. Le dernier qu'on a, c'est celui de BVA. 25, 26, Macron, Le Pen. On a l'impression que la situation est figée quelque part. Vous vous contentez de ça? Ça vous va? C'est pas plus mal pour vous? Ah non, moi je pense qu'on finira en tête au premier tour et assez largement. Et je ne sais pas d'ailleurs quelle sera exactement la fiche de second tour. Non, je pense que rien n'est figé. Je pense que maintenant, là, il reste 4 semaines avant le premier tour. Justement, c'est le moment où les Français commencent véritablement, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, certains y sont depuis longtemps, mais pour de nombreux Français, on rentre dans l'élection, on s'intéresse au projet, au programme, on lit. Nous, tout est en ligne, d'ailleurs, sur marine2017.fr. Hein. Ces 4 semaines-là sont prépondérantes. Ah oui, je pense qu'elles sont très... se passer. Bien sûr, je pense que les Français ont été ravis du débat que votre chaîne a organisé avec TF1 il y a quelques jours. Ça a très bien fonctionné, d'ailleurs, ce qui est une preuve qu'il y a un goût, une appétence, une attente de fond, de Vous concret. attendez beaucoup des 2 prochains débats? Oui, je pense qu'ils vont être intéressants, et puis toute la campagne qui se fait. Marine était à Lille aujourd'hui, elle a fait beaucoup de propositions concrètes. Quand vous dites juste rien n'est figé, vous considérez que tous les sondages qu'on a depuis quelques semaines, avec Marine Le Pen en première position, Emmanuel Macron, finalement les choses peuvent être différentes? Vous sentez qu'il peut y avoir des surprises dans un sens ou dans un autre? Écoutez, moi je vois, en tout cas en ce qui nous concerne, une très forte dynamique populaire. Voilà, très très forte, et je vois des gens qui sont très sûrs, très certains de leur choix. Maintenant, l'enjeu c'est d'aller chercher des gens qui peut-être aujourd'hui déclarent une abstention. Notamment. Et là, ces gens-là votent pas forcément, c'est ça. Il y en a manifestement beaucoup. Alors comment ne pas les comprendre? Parce qu'on a eu 2 mois d'affaires Pénélope, costumes, etc., qui franchement est un peu démobilisant. Ça, je peux bien le comprendre. Parlement européen aussi pour chez vous? Oui, ça fait 3 ans. Hein, puisqu'on nous le ressort à chaque élection, mais c'est pas tout à fait nouveau. Et c'est pas de la même gravité. Mais je pense que ça, c'était pas très intéressant. Maintenant, là, quand même, moi, j'ai envie d'expliquer à tous ces Français qui, pour l'instant, s'abstiennent. Le vote, c'est de nouveau plus qu'utile. Ça, c'est un mot un peu usé, le vote utile. C'est un acte de pouvoir. Le Brexit vous l'a démontré d'ailleurs. Il y avait tous les médias contre le Brexit, il y avait toute l'oligarchie de ça. Pourtant, il l'a emporté parce que les Britanniques sont allés voter. Donc si vous, Français, vous décidez d'aller voter, vous pouvez concrètement changer les choses. Et je crois que c'est un message très important. On ne va pas reconduire un ministre d'hier ou un Premier ministre d'avant-hier. Il faut du nouveau en politique, sinon on va continuer à glisser. Et ce nouveau, c'est Marine Le Pen qui l'incarne. Vous dites rien n'est figé pour le second tour, mais si on a écouté Marine Le Pen cet après-midi à Lille, on a très bien vu qu'elle avait instauré son propre match pour cette présidentielle, c'est-à-dire Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Exit François Fillon. C'est ça votre principal adversaire? Non, elle a quand même beaucoup parlé aussi de Fillon. Très peu. L'homme à abattre. C'est l'heure du débat sur TF1 aussi. On a l'impression qu'elle est déjà dans un second tour. C'est-à-dire que Fillon et Macron ont un programme très semblable. En gros, et d'ailleurs ils l'ont démontré, plus d'Union européenne et une politique migratoire très laxiste et beaucoup d'ultralibéralisme destructeur. Ça, c'est semblable. Et puis surtout, une allégeance à des intérêts privés. Alors c'est Servier, laboratoire côté Macron, c'est AXA, Assurance. J'ajoute aussi les banques côté Macron parce qu'il les connaît bien, il les fréquente bien et elles le soutiennent. Et puis AXA, l'assurance côté Est-ce que c'est pas un peu Fillon. Est-ce que c'est pas un peu classique, Florent Philippot, de dire toujours que les adversaires sont des candidats du système, alliés? Il n'y a jamais forcément de preuves, jamais forcément de... Je dis pas ça au hasard. AXA a dicté le programme sécurité sociale de Fillon. D'ailleurs, son ancien PDG, M. Henri Decastre, devait être ministre de l'économie, voire Premier ministre de Fillon. Et la privatisation de la sécurité sociale, ça venait pas de nulle part. Et Servier, ça a été démontré, puisque le conseiller santé dans des pays Macron... étrangers, on a privatisé également. Il n'y avait pas besoin forcément d'AXA ou d'Henri Decastre. En tout cas, c'est un programme libéral qui est assez classique. Là, en tout cas, il y a une extraordinaire coïncidence. Et moi, j'en veux pas de la privatisation de la sécurité sociale. Et côté Macron, le conseiller santé, M. Mourad, a dû démissionner parce qu'il était en même temps lobbyiste pour le laboratoire Servier. Il a démissionné rapidement. Il a démissionné rapidement. Enfin, il a démissionné quand la presse l'a découvert. Et on a découvert que le programme santé de Macron était exactement celui conforme aux intérêts du laboratoire Servier. Oui, ce sont des hommes sous influence, c'est une évidence. Alors en tout cas, Macron lui aussi, il tape contre Marine Le Pen. Écoutez-le, c'était aujourd'hui depuis Mayotte. Je vous le dis, mes amis, Marine Le Pen vous a menti, tout bonnement. Comme elle ment au reste de la population française. Répétez-le et dites-le. Vous êtes ici, au milieu de l'océan Indien, vous le savez. Qui peut promettre qu'il n'y aura plus demain de Kwassa Kwassa? Personne. Qui peut promettre sérieusement qu'il n'y aura plus d'immigration clandestine? Personne.
Qui peut promettre qu'en un clin d'œil, il n'y aura plus d'insécurité? Personne, raisonnablement. Alors les Kwassa sont les bateaux clandestins qui font les allers-retours entre les différentes îles. Ils tapent à fond sur vous. On a l'impression là aussi que le match, il est fait. Hein, lui, c'est Le Pen, vous, c'est Macron. Il tape, mais il propose rien. Marine y était à Mayotte il y a quelques semaines et elle a proposé des choses très concrètes, contrairement à ce qu'il dit. Elle n'a pas dit demain, avec une baguette magique, il n'y aura plus d'immigration clandestine. En tout cas, elle a dit on va faire des choses parce que c'est certain que si on ne fait rien, si on continue avec la politique actuelle et celle qu'on traîne depuis des années, c'est certain que ça ne s'arrangera pas. Or, il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte, et notamment retrouver le contrôle évidemment de nos frontières, y compris maritimes, renforcer les effectifs de la police aux frontières, renforcer notre code de la nationalité. Parce que c'est compliqué sur des territoires comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rien de faire. Hein. Elle l'a vu, elle, concrètement. Et d'ailleurs, la situation de Mayotte, qui est un bijou, qui est un joyau, normalement, de la République française, eh bien, est dévastée. C'est-à-dire qu'on laisse des bidonvilles se développer. Enfin, elle l'a raconté de manière extrêmement claire. La situation. Il y a 4 îles, il y en a une qui est française, et toutes les autres arrivent. Mais si on continue avec un code de la nationalité qui est extrêmement laxiste, vous devenez français très facilement. Eh bien, évidemment, vous êtes une pompe aspirante de l'immigration clandestine. Si vous n'allez pas véritablement un jour chasser les passeurs, faire en sorte que ces gens-là qui exploitent la misère humaine soient mis face à leurs responsabilités, si vous ne renforcez pas les effectifs de la police qui là-bas, ou de la gendarmerie, de l'armée qui doit travailler sur place face à l'immigration clandestine, vous n'y arrivez pas non plus. Donc je veux dire, il y a des choses très concrètes à faire. Donc Emmanuel Macron, au lieu de lancer des invectives, il ferait mieux de donner des solutions concrètes. Et ça, je vois qu'il a du mal à le faire d'une manière générale. Il est très rarement dans le concret, il est souvent dans le poncif, dans la formule creuse. Elle l'a appelé le gendarme, Monsieur Van Damme de la Jean-Claude Van Damme de la politique. Je crois que c'était bien vu parce qu'il y a beaucoup de formules, donc on ne comprend pas très bien ce qu'il dit et il y a rarement du concret. Emmanuel Macron, on le voit à La Réunion, à Mayotte, Marine Le Pen est passée par là, François Fillon y est allé aussi. Finalement, à chaque présidentielle, c'est un petit peu le même discours, les mêmes mots qu'on entend. L'outre-mer, les outre-mer s'invitent dans la campagne. Une campagne électoraliste, une cible électorale, vous allez chercher des voix, tout simplement. Non, d'ailleurs, M. Macron à La Réunion a été très mal accueilli. Il a fait un bid hier. Il y a des images assez éloquentes. En tout cas, il va chercher des voix dans son meeting. Peut-être qu'il va chercher des voix. Nous, on propose des solutions extrêmement concrètes. On veut un grand ministère d'État de la mer et de l'outre-mer. Valoriser notre espace maritime, qui est le premier du monde aujourd'hui, et qui est une richesse incroyable que la France n'exploite pas, et qui pourrait être une richesse incroyable pour nos compatriotes d'outre-mer. Par exemple, moi je voudrais qu'à la télévision nationale, on voit beaucoup plus souvent l'outre-mer, qu'on oblige par exemple le service public à en parler beaucoup plus fréquemment, y compris dans les JT les plus visibles de 13h, de 20h. Il faut remettre complètement l'outre-mer au centre et non pas aux marges de la France. On voit effectivement que depuis plusieurs années, Marine Le Pen et le Front National essayent de s'implanter. En même temps, quand on regarde les scores de Marine Le Pen dans ces territoires-là, ça coince encore beaucoup. Comment vous expliquez qu'elle n'ait pas les scores qu'elle peut avoir dans d'autres élections, sur d'autres départements français? Ah non, je suis pas d'accord avec vous, ce sont les territoires français où elle augmente le plus vite. Et je crois qu'il y aura plusieurs départements ou territoires d'outre-mer où elle sera en tête le soir du premier tour. Ça augmente énormément. Elle a été d'ailleurs très bien accueillie. Ça partait quand même sur des chiffres. Oui, mais on a atteint en 2012 des territoires où on a fait 12, 13, 15%. Et on voit que là, on va dépasser les 20 ou les 25%. Je pense dans plusieurs territoires ou départements. Voilà, il y a des choses à faire sur l'immigration clandestine. Je l'ai dit, les frontières, le droit du sol, le code de la nationalité qui est beaucoup trop laxiste. Il faut aussi le développement économique. Et nous, on veut créer C'est toujours un peu le même programme, ce que vous dites. Non, mais on veut créer 2012, 2017, on veut créer des zones ultramarines de développement, d'investissement prioritaire. Voilà. Et puis mettre fin à des traités de libre-échange. Je pense par exemple à la banane des Antilles. On l'a mise en concurrence déloyale à cause des traités de libre-échange de l'Union européenne. Ça dévaste le secteur de la banane aux Antilles françaises, ce qui est une catastrophe. Dans ce cas-là, on aura des mesures de rétorsion. Non, on est face à des pays qui font du protectionnisme. Donc soit nous, on continue à être un peu des idiots utiles de la mondialisation sauvage, puis on n'a plus que nos yeux pour pleurer, soit on se protège comme les autres. Et il faut qu'on se protège comme les autres. Effectivement, votre programme sur l'Union européenne, on va c'est cohérent. L'une des colonnes vertébrales des 144 propositions, c'est la sortie de l'Union européenne avec un grand référendum. Écoutez, Marine Le Pen tout à l'heure depuis Lille. Élu, je poserai le problème à nos partenaires européens et à l'issue de la négociation, je soumettrai cette question au référendum des Français. C'est eux qui auront le dernier mot. Donc, grand référendum, si elle est élue, quasi immédiatement. Dans les mois qui suivront,
l'élection, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne qui aura été... Ça, ce sont les Français qui décident. Ça, c'est une question trop importante pour que les Français ne décident pas. Et on aura précédé ce référendum de négociation pour retrouver notre souveraineté. On a l'impression, pour ceux qui suivent le programme du Front National, l'histoire du Front National depuis longtemps, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'Europe, c'était vraiment le cœur du programme. Là, on a l'impression que Marine Le Pen, désormais, recule un peu, est un peu plus modérée, si je puis dire, sur ce sujet, en disant finalement, ça sera aux Français de décider. Et si jamais les Français ne veulent pas, eh bien, après avoir tant voulu le pouvoir, je partirai. Est-ce que c'est pas quelque part une position plus faible, notamment pour vous, Florian Philippot, qui êtes entré au Front National sur ce sujet-là de la souveraineté? Alors, pas du tout, parce que le référendum, au bout de quelques mois de négociations, on l'a validé en Conseil national en mars 2013. Il y a 4 ans. On n'a absolument pas changé de position depuis 4 ans. Peut-être que vous exprimez le fait que c'est mieux perçu, tant mieux. Donc comme ça, les Français savent très bien. Mais c'est une question tellement importante qu'il faut que ce soit les Français qui décident. Et s'ils disent non? Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Je veux dire, je pense qu'honnêtement, vu qu'ils auraient élu, dans cette hypothèse, Marine Le Pen avant, à plus de 50% des voix dans une présidentielle où il y a une très forte participation, ils vont être cohérents. Et vous savez, les Français veulent retrouver les mallettes pour une raison simple. C'est que si on les a pas, on peut rien faire. Pas l'électorat âgé. On a l'impression, c'est pour ça que non mais attendez, l'électorat âgé, y compris, évolue beaucoup. Si on n'a pas notre indépendance... Il reste très attaché à l'Union européenne. Non, c'est pas ça, c'est que certains essaient de lui faire peur. Mais moi, j'explique par exemple à nos compatriotes plus âgés, qui ont souvent un peu plus d'épargne, ce qui est normal que le reste de la population, ils ont eu le temps d'épargner, eh bien qu'avec l'Union européenne, avec l'euro, il y a l'union bancaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut venir piocher, c'est une directive européenne, dans leur épargne pour renflouer les banques. Ça, c'est une vraie menace. Et ça, il faut s'en débarrasser. Donc, si on n'a pas notre indépendance... Ça, c'est vu à Chypre, au-dessus de 100 000 euros. On l'a vu à Chypre, et c'est un pays de la zone euro. C'est lié à l'euro. Si on n'a pas notre indépendance, on n'a pas le droit de faire du patriotisme économique. Allez, on n'a pas le droit de faire du patriotisme agricole, et on n'a pas le droit de limiter l'immigration. C'est quand même un vrai problème. On va repartir en deuxième partie, on aura beaucoup plus de temps, justement, sur le programme économique de Marine Le Pen. Et c'est la deuxième partie de cet objectif Élysée avec Florian Philippot. On a vu Emmanuel Macron qui tapait sur Marine Le Pen, j'allais dire classique. Vous respectez les tout petits candidats qui ont obtenu 500 signatures? Ce sont des candidats même. François Asselineau était à votre place. Pas petit, il était candidat. François Asselineau était à votre place il y a encore quelques heures. Il ne s'est pas gêné pour taper sur Marine Le Pen. Et pour lui, le Front National est allé piocher dans ses idées. Écoutez. Madame Le Pen, elle a besoin de béquilles. Voilà. Madame Le Pen, c'est l'héritière d'une SARL paternelle. Elle a hérité de ça, mais elle a besoin de béquilles. Elle a besoin de béquilles conceptuelles, parce que c'est pas une femme de dossier, c'est connu dans le Landerneau. Donc elle a besoin, d'ailleurs, dès qu'il y a une émission politique un petit peu agressive, elle envoie Monsieur Philippot, parce qu'elle a peur, elle a peur de se faire. Bon, Madame Le Pen, elle a besoin de béquilles médiatiques. Alors elle est allée voir le magazine Time. Vous vous rappelez, elle était allée à New York, elle avait été adoubée par le magazine Time. Elle a besoin de la béquille de Monsieur Poutine. Elle a besoin de béquilles idéologiques. Elle a besoin de béquilles financières. Elle est allée chercher de l'argent aux Émirats arabes unis, auprès de banques russes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Elle vous envoie quand elle a peur? On a progressé parce que je crois qu'avant, il nous expliquait qu'on était financé par la CIA. Voilà, il progresse. Là, c'est les banques russes. Il y a trop de candidats d'ailleurs? 11. Je reviens pas sur les propos un peu limites quand on parle d'une femme qui a besoin de béquilles systématiquement. Tout ça dénote certaines choses dont il devra s'interroger lui-même sur ce qu'il veut dire par là. Au-delà de ça, au-delà de ces propos-là, sur la présidentialité de Marine Le Pen, on sait qu'il y a des obstacles pour que vous arriviez au pouvoir. Sinon, les choses seraient pas... Il y a un obstacle, c'est la présidentialité. Est-ce que Marine Le Pen a les compétences, a toute l'étoffe pour être chef de l'État? Et on sait, je reviens à l'électorat âgé, qu'il y a certains Français qui considèrent que Marine Le Pen n'est pas prête encore à avoir le pouvoir. Et au moment de déposer le bulletin de vote, eh bien, c'est ce qu'on appelle un obstacle, le plafond de verre, il y a différentes expressions. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a aujourd'hui toutes les capacités chez tous les Français, chez l'électorat âgé, encore une fois, de convaincre? On voit qu'au second tour, c'est compliqué. En tout cas, elle cherche à convaincre et elle s'adresse à tous les Français. Est-ce qu'elle a la présidentialité? Oui, bien sûr. Je crois que ça lui est maintenant vraiment reconnu. Elle l'a certainement beaucoup plus que certaines personnes qui sont là dans la politique française depuis 30 ans, comme M. Fillon, qui ont été pendant longtemps ministres, premiers ministres, et qui ont fait l'inverse systématiquement de ce qu'ils avaient promis. Quant à M. Macron, si on prend les principaux, est-ce qu'il a la présidentialité? D'où vient cet homme?
Qui est-il? Il n'est jamais passé devant le suffrage universel. Il a été ministre de François Hollande. Il a été secrétaire général adjoint d'Élysée. Oui, il a été ministre. Il a été... Oui, dans le quinquennat Hollande. C'est pas très rassurant. Et d'où vient-il avant? De la banque, etc. Ça, je pense que c'est un point d'interrogation qu'en plus il ne veut pas résoudre, parce que quand on l'interroge sur son programme, il change, il varie en permanence. Je prends un exemple très simple. Il y a une semaine, il annonçait qu'il était pour un service militaire d'1 mois. Aujourd'hui, il vient de dire qu'il n'était pas du tout pour un service militaire d'1 mois. Bah écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Il serait bien qu'il sache, parce que les élections, c'est dans 4 semaines. Et ça fait partie de la présidentialité, comme vous dites. Est-ce qu'on est rigoureux, fixe sur ses convictions et ses objectifs, ou est-ce qu'on varie en permanence en fonction des publics? Justement, pour prolonger la question de Renaud sur cette quête de présidentialité de Marine Le Pen, est-ce que quand elle s'affiche aux côtés du président libanais, et plus dernièrement aux côtés de Vladimir Poutine, c'est ça que vous recherchez? Vous dites, ah ça y est, super, bien joué. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le panier que vous allez sortir comme ça? C'est sûr qu'elle a fait une espèce de tournée. Elle a vu le président libanais Aoun, puis le président tchadien qui l'a reçu, Déby, puis le président russe Poutine. Elle a dit à chaque fois sa conception des choses, c'est-à-dire qu'elle veut une France libre, indépendante, qui rééquilibre le monde sur un monde multipolaire. Elle a dit ça aux 3 chefs d'État qui l'ont reçu là, le mois dernier. Et là vous dites, je coche les cases? Non, elle a pas réussi Trump. Hein. Ce sont des invitations, elle y répond très volontiers. Et Moyen-Orient, Afrique, Russie, voilà, elle a besoin de faire entendre cette idée que la France doit être une puissance mondiale et arrêter d'être en permanence bunkerisée sur Bruxelles et Berlin. Il n'y a pas que Bruxelles et Berlin dans la vie, il y a le monde. On va écouter Marine Le Pen là-dessus et la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur sa visite à Poutine. J'ai rencontré le président libanais Michel Aoun. J'ai rencontré le président Idriss Déby, le chef de l'État tchadien. J'ai rencontré le président russe Vladimir Poutine. J'ai trouvé de vrais hommes d'État, des hommes d'État réellement engagés dans une lutte implacable contre le terrorisme. Des hommes d'État conscients que pour la paix sur tous les continents, nous devons aller vers un monde multipolaire respectueux des peuples, respectueux des États, respectueux de la diversité humaine et donc respectueux de l'homme. Madame Le Pen ne s'est pas contentée de faire une erreur, elle en a fait 2. La première est d'aller voir M. Poutine en pleine élection. J'espère que maintenant le cas est clair, non? La deuxième erreur, c'est qu'elle ait été discutée avec cet antisémite homophobe qui a déposé en Russie les lois contre les homosexuels. Non, ce n'est pas ça la France. Et chaque Russe doit savoir que ce n'est pas ça la France. Nous ne sommes pas cette femme. Ce n'est pas ça la France, Jean-Luc Mélenchon. Franchement, Florent Philippot, la visite de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine et finalement cette alliance entre la France et la Russie qu'elle souhaite, sur la politique de Vladimir Poutine, il n'y a pas des choses qui vous dérangent vraiment? Mais bien sûr que si. Mais lesquelles, par exemple, lesquelles? Vous avez vu la manifestation aujourd'hui anti-corruption, sans arrestation. Il faut comprendre. Attendez, si on part de ce principe-là, ça peut déranger certains de vos électeurs aussi. Non, mais si on part de ce principe-là, il n'y a plus de diplomatie. Parce que je suis également dérangé par le Guantanamo depuis 15 ans aux États-Unis, mais on parle avec les États-Unis. Je suis aussi dérangé par le fait qu'il n'y a pas de démocratie en Chine, mais bien sûr qu'on doit discuter avec la Chine. Et encore une fois, la diplomatie, c'est pas de décider de la politique intérieure des autres. Nous, on peut décider de notre politique intérieure, c'est déjà pas mal. Alors, avant de donner des leçons de démocratie à la terre entière, rétablissons une vraie démocratie. Parler avec tout le monde, mais en même temps, vous allez Marine Le Pen va régulièrement en Russie. À la Douma, c'est plusieurs visites en Russie. C'est le Parlement. On sent que c'est une alliance privilégiée avec la Russie. Elle veut lever les sanctions contre la Russie. Elle veut lutter contre le terrorisme islamiste avec la Russie, parce que sinon on n'y arrivera pas. Mais avec le monde entier, elle veut le faire. Elle veut le faire aussi avec les États-Unis, avec l'Europe, etc. Et elle a parlé aussi avec d'ailleurs de M. Poutine des chrétiens d'Orient, qui devrait être une priorité, notamment pour un pays comme la France avec son histoire. Mais elle lui a parlé des problèmes des droits de l'homme. Aujourd'hui, une manifestation, plusieurs centaines d'arrestations. Ils ont parlé manifestations anticorruption en Russie. Ils ont parlé 1h30. Moi, je veux bien. On est dans un pays, la France, qui ne respecte pas le résultat de ces référendums, comme on l'a fait sur la Constitution européenne, ou des partis politiques qui font d'énormes scores, donc 2 députés sur 577. Il n'y a pas des centaines d'arrestations d'opposants quand même. Il y a une différence entre la Russie et la France. Heureusement. Mais encore une fois, je vous dis, la diplomatie, c'est d'être capable de défendre les intérêts nationaux et de discuter avec les pays comme ils sont, en espérant qu'ils évoluent. Mais sinon, on va faire quoi? On va parler avec Mme Merkel et avec Bruxelles, les commissaires européens. Mais on va être tout petit, là, on va être rétréci. L'Europe rétrécit la France. Il faut que la France se souvienne qu'elle est une puissance mondiale. On parlait de l'outre-mer tout à l'heure, on parlait de l'espace maritime. Souvenons-nous aussi qu'on est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Marine Le Pen a on est une des seules puissances nucléaires du monde.
Marine Le Pen a demandé à être reçue par Angela Merkel ou pas dans la campagne là? Non, et vous savez, le problème de... Pour quelle raison? Aujourd'hui... Elle aurait fui un refus? Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire la photo avec Madame Merkel, c'est pas pour être reçus d'égal à égal, c'est pour être adoubés par Madame Merkel. Parce qu'ils font partie d'une Union européenne qu'ils jugent indépassable. Donc on a vu Fillon, Macron et Hamon, je crois qu'il va bientôt, ils se bousculent parce qu'ils veulent être face à celle qu'ils considèrent comme la chef de l'Europe. Et ils voudraient être son vice-chancelier. Bon, bah, c'est pas la conception de Marine Le Pen. Elle, si elle y va, que l'Allemagne est une puissance très importante en Europe. Reconnaissez-le. Certes, on ne peut pas faire sur l'Allemagne. Oui, mais on ne doit pas être inféodé à l'Allemagne. On doit être inféodé à personne, ni aux États-Unis, ni à la Russie, ni à l'Allemagne, ni à personne. On est la France. Si elle y va demain, et elle ira si elle est élue présidente de la République, elle parlera à la chancelière d'Allemagne, mais d'égal à égal. Et elle se souviendra que certes, l'Allemagne défend ses intérêts nationaux. Il a bien raison de le faire, mais il faut que la France aussi défende ses intérêts nationaux et arrête de choisir la politique économique, migratoire, commerciale qui convient à l'Allemagne. Les sanctions russes, on les lève tout de suite, c'est-à-dire que la Crimée annexée par la Russie, ça vous pose aucun problème? Il faut lever les sanctions parce que c'est une... Et sur la Crimée, on fait quoi? Sur l'Ukraine, on fait quoi? Attendez, il faut lever les sanctions parce que ça s'est retourné contre nos agriculteurs, nos éleveurs qui en ont souffert beaucoup, notamment dans les exportations. On ne peut pas accepter une crise agricole. Il y a des conséquences, mais sur la Crimée, on fait quoi? Sur l'Ukraine, on fait quoi? Eh ben, on essaie, je crois qu'il y a des instances qui s'appellent l'ONU, encore une fois, on est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, on essaie de trouver des solutions ensemble sans s'insulter. Je sais que les autorités françaises, les élites françaises ont insulté les Britanniques après le Brexit, ont insulté les États-Unis après Trump, insultent tous les jours la Russie. Mais au bout d'un moment, on va se couper du monde entier. On ne peut pas raisonner comme ça. Ces pays-là sont très importants dans le monde. On doit les voir. Du Brexit, ça commence mercredi, le processus. Oui. Ça va être un vrai test pour vous. Si mercredi soir ou dans les semaines qui suivent, la bourse de Londres, la livre s'effondre, ce sera peut-être pas bon pour votre électorat. Bon, écoutez, on nous avait déjà annoncé la même chose lors du vote. Le 23 juin dernier, on nous avait dit... Lors du vote, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis on a vu exactement l'inverse, c'est-à-dire une croissance qui est la plus forte du G7, un chômage qui est au plus bas depuis 40 ans, qu'on en rêve en France. Nous, il est au plus haut historique. Et on voit un pays... Vrai, mais en même temps, rien n'a démarré. Rien n'a démarré. Oui, le Brexit n'a pas démarré. On pourra en reparler dans un an. Juridiquement, il commence dans quelques jours. Mais vous savez ce qu'est l'économie aujourd'hui. Tout est anticipation. Quand vous avez un grand siège social qui annonce s'installer à Londres, comme il y en a eu beaucoup ces derniers mois, pensez pas que ces sièges sociaux n'anticipent pas que dans 3 mois, ils seront en période de Brexit. Donc ils ont anticipé tout ça. Et malgré tout, ils ont décidé de s'installer à Londres. Donc ça prouve que c'est plutôt une plus-value qu'une moins-value. HSBC veut rapatrier ses salariés en France. Il y en a quelques-uns. Malheureusement, il y a toujours des phénomènes qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Mais globalement, ils ont été gagnants. Globalement, ils ont créé de l'emploi. Globalement, ils ont attiré plus de sièges sociaux qu'ils n'en ont perdu. Et ça contredit toutes les annonces apocalyptiques. Il y a même la Banque d'Angleterre et quelques banques qui sont venues devant les Anglais piteusement dans les médias en disant on s'est trompé. Voilà, on a été trop pessimiste. Moi, je pense pas qu'ils se soient trompés. Je pense qu'ils ont cherché à tromper les électeurs pour les influencer. Exactement comme en ce moment quand vous voyez des rapports qui sortent pendant la campagne présidentielle en disant si on quittait l'euro, ça sera la catastrophe. Je pense que c'est exactement la même technique. Non, ce serait pas du tout la catastrophe. Ça irait beaucoup mieux. Mais il faut faire croire aux gens que ce serait la catastrophe pour que rien ne change jamais. Certains candidats parlent même carrément du Frexit. On avait François Asselineau tout à l'heure ici sur le plateau. On fera un référendum sur ça. On a cette Europe qui est au cœur de cette campagne présidentielle. Elle n'a jamais été aussi vilipendée. On veut la réformer, etc. Mais vous êtes sur ce créneau-là, on va dire 5 à 6 candidats sur les 11 qu'il y a. Est-ce que finalement Marine Le Pen, qui avait pris cet angle de sujet, elle est toujours la plus audible? Est-ce que vous dites pas, il y a embouteillage là, et nous on entend Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan. Mélenchon, c'est pas très clair. Ça n'a jamais été très clair parce que je crois qu'il il est en dynamique. Apparemment, il y a pas mal de gens qui le comprennent. Il y a 5 ans, on nous disait la même chose. Il devait finir à 22%. Il a fini à 11%. Mais il réunit d'ailleurs moins de monde qu'à 5 ans. Bon. Vous savez, là, il est à 14. Il a fait le plus gros. Oui, il était à 17. Et Mélenchon n'est pas très clair parce qu'il a un problème, je crois, structurel avec la nation. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il est ultra laxiste en matière d'immigration. Même encore dans son programme, là, j'ai relu en 2017, ultra laxiste en matière d'immigration. Il veut régulariser tous les clandestins. Il veut accorder la nationalité française à tout le monde, etc. Ça, c'est parce qu'il a un problème avec la nation. Or, si on ne défend pas la nation, on n'est pas très offensif en matière européenne.
Quant aux autres candidats, je respecte leur candidature, mais ce ne sont pas des votes utiles, ce ne sont pas des votes souverainistes utiles. Il y a un seul vote souverainiste utile aujourd'hui qui a une masse critique suffisante pour faire basculer les choses et redonner sa souveraineté à la France, c'est évidemment le vote pour Marine Le Pen. Et vous auriez besoin d'un Dupont-Aignan au deuxième tour, vous avez vu, il flirte avec les 5%, et lui veut pas. Hein. Il n'a pas répondu. Il a dit je me réserve. Il a dit effectivement qu'il se réservait, mais juste pour. Mais il va le faire parce que nos adversaires savent s'unir. Donc il faut que les patriotes aussi sachent s'unir. Est-ce qu'en même temps, vous dites ça, les patriotes doivent s'unir, et vous semblez effectivement, et certains disent que vous êtes au port du pouvoir, mais est-ce que votre grand problème, Florent Philippot, c'est pas dans cette présidentielle qu'effectivement au premier tour, on voit que les sondages vous donnent de forts scores, vous arrivez à mobiliser apparemment votre électorat, mais quand on va arriver au second tour, il y a tout un tas de Français qui vous craignent, qui craignent Marine Le Pen, qui craignent votre programme, qui craignent une sortie de l'Europe, qui craignent vos positions sur l'immigration, tout un tas de choses. Et une fois de plus, beaucoup de gens auront porté espoir en vous et vous n'arrivez pas à arriver au pouvoir parce que, encore une fois, une majorité de Français disent non. Le but, c'est qu'une majorité de Français disent oui. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est qu'il y en ait plus. Quelle réserve de voix pour le second tour, parce que vous faites le plein. Et puis quels alliés? Comment gouverner sans alliés? Moi, on m'expliquait il y a 5 ans qu'on dépasserait jamais les 15%. Puis on m'a dit qu'on dépasserait pas les 20. Puis qu'on n'atteindrait pas les 25. Puis on a fait 28 au régional, avec des seconds tours à 40, 45. Vous êtes en dynamique, c'est vrai. Donc là, je veux dire, on est tout proche des 50 en réalité. Donc le but, c'est qu'il y ait une majorité de Français qui soient convaincus. Il ne faut pas avoir peur. Avoir peur de quoi? De quoi avoir peur? Avoir peur de mener des politiques qui marchent partout dans le monde. Voilà, je veux dire, avoir des frontières, avoir une monnaie, gérer son budget, faire du made in France, enfin du patriotisme économique, c'est quelque chose qui est d'une banalité sans nom. Mais pourtant, dans le monde entier. Vous êtes en dynamique. Vous êtes en dynamique. Il ne faut pas avoir peur. C'est un projet d'espérance, au contraire. Mais vous êtes en dynamique, Florent Philippot. Mais le paradoxe, et on le voit dans toutes les grandes enquêtes vraiment sérieuses qui sont menées, notamment celle du Cevipof, plus vous progressez dans l'opinion, plus vous faites de forts scores, plus en face la résistance aux idées du Front National. Par exemple, est-ce que le Front National est une menace pour la démocratie? Aujourd'hui, plus de Français qu'il y a 3 ou 4 ans le disent parce que vous progressez au premier tour. Mais quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de rempart qui fait que... Non, c'est pas ça, c'est pas un rempart. C'est que quand vous apparaissez comme un acteur assez mineur du jeu politique, il y a beaucoup de gens qui se déterminent pas. À partir du moment où vous apparaissez comme un acteur capable d'arriver au pouvoir, il y a des gens, des opposants qui d'un coup se réveillent, se déterminent. Bon, mais ça, c'est assez classique comme phénomène. Mais vous n'arrivez pas à avoir d'alliés, par exemple. Moi, je pense que Marine Le Pen fait infiniment moins peur et crée moins d'incertitude qu'un Macron. Ou un Fillon. Voilà, un Fillon, on a vu ce que ça donnait. Bon, c'était pas glorieux. Un Macron, je crois qu'il y a une vraie incertitude. Si c'est pour avoir encore plus d'Europe et plus d'immigration, c'est bon, on a donné. Hein. Mais vous n'avez pas d'alliés. Pour gouverner, il faut des alliés. Donc c'est pas avoir des. On a des alliés. On a des alliés. Lesquels? Mais nous avons en permanence, encore, j'ai vu hier, un maire et conseiller départemental des Républicains qui nous a rejoints. Il y en avait un autre de Seine-et-Marne qui nous a rejoint, M. Baquet, 3 semaines auparavant. Maire, conseiller départemental. Quelques élus locaux ici ou là. Mais ce sont pas des gens négligeables. Tout à fait. Ce sont des gens qui font la France. En termes de force politique, pour être majoritaire, pour avoir un gouvernement, pour avoir une assise forte, ce grand pays qu'est la France, il faut des alliés. Non, mais vous dites des alliés. Vous ne faites que 28-30 selon les sondages. Vous dites des alliés. Regardez, monsieur Macron, est-ce que vous considérez que c'est parce qu'il est il voit arriver M. Robert Rue, M. Bayrou, M. Attali, M. Douste-Blazy, Valéry Giscard d'Estaing, Daniel Cohn-Bendit, vous pensez que ça fait une majorité? Mais non, ça fait l'histoire de France depuis 30 ans. Donc ça, c'est pas des alliés. Les alliés, ce sera le peuple français qu'on ira convaincre, et ce seront tous ces associatifs, cette société civile et ces élus locaux qui sont nombreux de droite et de gauche qui nous rejoignent. Après la présidentielle, il y a législative. Vous espérez combien de députés? Une majorité pour gouverner. Ouais, combien? Mais ce sera une majorité présidentielle. Ce ne sera pas simplement le Front National. Que vous le savez, ce nouveau Parlement risque d'être très éclaté. Ce sera très compliqué de faire une majorité. Non, moi je ne crois pas du tout à ça. Moi je pense qu'il y a 3 possibilités. Soit c'est Fillon qui l'emporte, je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, ce sera une majorité UMP. Soit c'est Macron, je ne le pense pas, je ne le souhaite pas, ce sera une majorité à 80% socialiste. Et 20% En Marche, parce qu'En Marche n'existe pas vraiment. Et dans ce cas-là, vous voyez un éclatement de la droite avec une partie de la droite qui vous rejoigne ou qui fasse alliance avec vous? Non, mais si c'est Macron, ça veut dire qu'en fait, on reprend la majorité qu'on a depuis 5 ans, puisqu'ils ont déjà annoncé, la presse l'a sorti. Il y a des tractations entre En Marche et le PS. Donc et vous seriez donc l'opposition nationale à Emmanuel Macron? Non, mais par contre, je pense que le scénario le plus probable, c'est que Marine Le Pen l'emporte et on aura une majorité présidentielle. Bien sûr, parce que les Français confirment leur vote.
Ils veulent que la politique qu'ils ont choisie soit appliquée. Tout ce qui était vrai avant ne l'est plus. Pas ça. Non, est-ce que la droite et la gauche existent encore quand vous voyez que le PS ou que la droite est en voie d'explosion? Tout est en train de changer quand même. On est au XXIe siècle, ce qui était valable avant ne l'est pas forcément là. Vous avez remarqué que tout change dans le sens qu'on avait annoncé. Effectivement, le clivage gauche-droite a été remplacé par le clivage mondialiste patriotes, ceux qui croient en la France, les patriotes, ceux qui n'y croient plus, les mondialistes. Mais ça ne veut pas dire que les Français vont pas être cohérents dans leur vote aux législatives. Dans leur vote aux législatives, ils donneront une majorité. Vous savez, ça me rappelle, moi je l'ai vu avec retard, hein, mais pas en direct bien sûr, mais le débat Giscard-Mitterrand 81, où Giscard a commencé le premier quart d'heure face à Mitterrand en disant « Vous n'aurez jamais de majorité législative, même si vous êtes élu ». Eh ben, en réalité, bien sûr qu'il a eu sa majorité. Il a même eu une vague rose. Est-ce que nous aurons une vague bleu marine. Est-ce que vous serez candidat aux législatives? Oui, moi je suis candidat dans la 6e circonscription de Moselle, c'est-à-dire à Forbach. Vous étiez candidat ma région. En 2012. Et Marine Le Pen sera dans le Nord également. Vous savez que le président de la République n'est pas candidat aux législatives. Oui, exactement. J'avais une deuxième question, c'est l'actualité aussi. Mais si elle n'était pas présidente de la République, elle irait où? Ah, mais je me place pas dans cette perspective. Vraiment pas. J'avais une deuxième question sur candidate aussi aux législatives. Là, je sais qu'elle a envie d'être candidate à la présidentielle et qu'elle l'est. Ça, c'est certain. Cabinet noir, François Fillon, qui dénonce l'existence potentielle probable de ce cabinet noir et qui dit qu'il est aussi probablement sur écoute. Marine Le Pen l'est, à votre avis? Oh, je sais pas. Et si elle l'est, on l'est tous depuis bien longtemps, pas simplement sous Hollande. Je ne sais pas quelle est la conception de l'opposition, ce qui reste de la conception de l'opposition dans un pays comme la France, pas grand-chose. Mais moi, je veux dire, ce cabinet noir, je ne sais pas s'il existe, mais je pense que c'est pas tout à fait nouveau. On se souvient des écoutes sous Mitterrand, on se souvient des accusations déjà sous Sarkozy. On sait même que M. Fillon a été lui-même accusé d'être allé voir le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouillet, pour faire avancer l'enquête judiciaire sur Nicolas Sarkozy avant les primaires. Donc, vous trouvez qu'il a été ces dernières semaines, je dirais pas maltraité, c'est pas le bon terme, mais enfin il a subi, il y a eu un complot, il y a une théorie du complot, il y a des choses qui étaient prévues contre lui. Non, les costumes on les a pas inventés, les emplois de Pénélope, Pénélope Fillon on les a pas inventés. Son rapport à l'argent, ça vous choque? Oui. Son rapport à l'argent n'est pas du tout conforme, et c'est ça que je crois qui choque les Français, à l'image qu'il s'était donnée quand on apprend qu'il a demandé à ses enfants de rembourser l'argent de poche ou le mariage. Enfin, tout ça est légal, hein, il a le droit de le faire, mais c'est quand même ça montre une drôle d'image. Au Front National, il n'y a que des dirigeants qui ont un rapport à l'argent très sobre, un mode de vie très sobre. Vous êtes pour un changement pratique à ce niveau-là? En tout cas, notre candidate, oui, n'a pas cette espèce d'obsession qu'a manifestement M. Fillon pour aller gratter partout. Réévaluer son. Alors, c'est pas. Non, mais ça, c'est une discussion. Non, vous confondez avec M. Macron. Qui non, je confonds pas. Marine Le Pen a dû réévaluer quelque peu, elle aussi. Non, elle est en discussion là. Elle est en discussion avec le fils. Non, elle est en discussion. Macron, oui. Macron a dû payer d'ailleurs l'ISF qu'il n'avait pas payé. D'ailleurs, aujourd'hui, il a réévalué à la baisse parce qu'il a un patrimoine absolument incroyablement faible. Mais je ne sais pas si les Français ont remarqué. Cet homme non, cet homme, je ne sais pas, mais cet homme a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild. Bon, il a payé un peu d'impôts, bien sûr. Et il déclare un des patrimoines les plus faibles de cette présidentielle. Bon, bah, au moins, il est super mauvais gestionnaire. Donc, s'il l'est pour ses deniers publics, imaginons comment il le sera avec les deniers des Français. Mais globalement, comment, au Front National, vous feriez mieux respecter que les autres partis politiques? Parce que vous dites que vous êtes différents, vous êtes tête haute, main propre, comme disait Jean-Marie Le Pen autrefois, et Marine Le Pen continue aussi à dire qu'elle est différente. Comment mieux faire respecter vos candidats? Vous les surveillez pour pas qu'ils fassent de bêtises? Il faut qu'ils aient un mode de vie plus sobre, il faut qu'ils soient... on n'est pas une secte, hein. Non, mais comment on ne rentre pas dans le mode de vie de nos candidats. Non, mais comment avoir une classe politique plus, vous dites, plus honnête? C'est assez simple. Il y a ce qui relève des choix personnels. Vous avez le droit d'être très dépensier si ça vous chante. Vous avez le droit d'être cigale ou fourmi. Ça, c'est le choix personnel. Ce qu'il faut, c'est respecter la loi, c'est tout. Ça, c'est la seule contrainte. Voilà, et puis respecter ses engagements devant ses électeurs. C'est ce qu'on demande à nos candidats. Maintenant, cabinet noir ou pas, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le signal d'un État qui n'est plus souverain et donc qui, au lieu de s'occuper de l'intérêt public, faire du régalien, de la sécurité, de l'économique, du social, s'occupe du privé. Et capté par des intérêts privés, voire tombe dans la basse police ou la basse politique. Merci. Ça, c'est le signe d'un État qui ne va pas bien. Merci beaucoup, Florian Philippot.